Monsieur l'adjoint aux conditions de travail, de la santé et de la sécurité au travail. Monsieur le responsable prévention des risques professionnels à la direction des risques professionnels de la Caisse nationale d'assurance maladie. Madame la responsable du dispositif SST à l'Institut national de recherche et de sécurité. Chers fournisseurs de matériel et de services, chers professionnels de secours, des soins d'urgence et de la prévention. Nous nous réjouissons de mettre aujourd'hui à l'honneur la SST. À Secours Expo, comme à SST Mag que nous avons lancé en juin dernier, nous considérons que c'est le travail qu'il faut adapter à l'homme et non l'inverse. Nous envisageons par ailleurs cette dimension dans son acception la plus large, à la fois prévention, santé, sécurité au travail et sauvetage, secourisme au travail. Le sauveteur secouriste du travail constitue en effet un maillon essentiel de la chaîne de la prévention et du secours dans l'entreprise, un maillon essentiel de la santé, sécurité au travail. Monsieur Thésée, nous vous remercions chaleureusement de votre présence aujourd'hui pour ouvrir cette journée dédiée à la SST, tout comme nous sommes très honorés du haut patronage accordé à notre salon par Madame la ministre du Travail. Un premier débat vient d'avoir lieu sur l'épineuse question des instances de représentation du personnel et de leur rôle dans la prévention des risques. Nous allons bientôt évoquer la prévention dans son ensemble au sein du monde du travail. Cet après-midi, l'INRS réunira les responsables SST des plus grands organismes de formation nationaux. Pendant ces 3 jours, les fournisseurs implantés dans le nouveau village SST EPI rencontrent les professionnels du secours, bien sûr, mais également les plus grandes sociétés françaises qui, depuis 2015, font le déplacement à Secours Expo. Secours Expo, c'est le salon 100% secours, soins d'urgence et prévention. Ce slogan nous accompagne depuis la fondation de ce salon professionnel qui porte la prévention dans son ADN. Par votre présence, Monsieur Thésée, vous envoyez un message fort à l'ensemble des corporations ici réunies. J'en ai le sentiment, une rencontre est en marche. Qui mieux, en effet, qu'un professionnel du secours et des soins d'urgence pour connaître les risques et porter la voix de la prévention dans son entourage? Mais qui mieux qu'un professionnel de la prévention pour anticiper les risques et se former à la gestion de crise? Pourtant, force est de constater que ces univers se méconnaissent et œuvrent bien trop souvent en parallèle. Faut-il le rappeler? Les premiers secouristes de France sont bien, et très largement, les sauveteurs secouristes du travail. Ce dispositif porté en France par l'INRS est non seulement capital pour le monde du travail, mais également pour la société dans son ensemble, car il constitue un vivier de citoyens formés à la prévention et aux premiers secours. Gageons que de cette rencontre naîtra de nouvelles synergies, de nouvelles idées, au service d'une meilleure pénétration des mesures de prévention dans l'ensemble des secteurs, au travail naturellement, mais également dans la société tout entière. Je vous remercie pour votre attention et cède maintenant la parole à Monsieur l'adjoint aux conditions de travail, de la santé et de la sécurité au travail, Monsieur Frédéric Thésée. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir pour moi, au nom du directeur général du travail qui a été retenu par d'autres obligations, de participer à cette table ronde. Quelle est la place de la prévention dans la santé et sécurité au travail ? Alors, comme vous le savez, outre le fait que l'employeur est tenu à une obligation générale de sécurité dont l'un des aspects est la prévention des risques professionnels, le ministère chargé du travail, lui, a pour mission de concevoir et de mettre en œuvre une politique nationale en matière de santé et sécurité au travail. Et plus particulièrement, c'est la Direction générale du travail qui est chargée de préparer et de coordonner les politiques de prévention. Alors, cette action, en fait, en pratique, se caractérise dans un monde avec l'intervention d'un grand nombre d'acteurs. Et notre objectif, c'est de fédérer l'action de tous sur des objectifs stratégiques communs, devenant ainsi un catalyseur d'idées et de projets. Alors pour ce faire, nous essayons d'avoir une démarche qui ne soit pas hors sol, mais nous sommes donc dotés d'une stratégie nationale de santé. Grâce au plan santé au travail, nous en sommes au 3e sur la période 2016-2020. Et point important, il a été le fruit d'un consensus dont les orientations ont été adoptées à l'unanimité grâce à l'investissement notamment des partenaires sociaux et des organismes de prévention avec lesquels la DGT a l'habitude de travailler.
Donc je souhaitais à ce point de vue-là remercier notamment l'apport de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, dans le jargon ce qu'on appelle l'ANSES, ou bien de l'Institut national de recherche et de sécurité, l'INRS, qui est présente aujourd'hui, ou bien de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, l'OPP-BTP, en sachant que nous avons été aussi épaulés par l'action d'autres ministères, notamment le ministère de la Santé, de l'Agriculture, de l'Environnement, et les organismes de sécurité sociale. Alors, je vais vous faire une présentation très rapide du PST3 pour vous montrer quelles sont nos priorités en la matière. Pour nous, c'est un jalon extrêmement important au quotidien. Et ce que nous avons essayé de faire, et là je trouve que du coup on touche à l'objet de notre table ronde, c'est un renversement d'une perspective majeure en la matière, en mettant la prévention primaire, soit le plus en amont possible par rapport au risque, au centre du dispositif, et développer une culture de prévention. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on oublie l'aspect réparation, mais pour nous, ce qui est prioritaire, c'est vraiment mettre l'accent sur la prévention primaire. Donc ça, c'est l'axe principal numéro 1 de notre plan. Et en même temps, comme nous sommes dans un monde vivant qui évolue, c'est améliorer la qualité de vie au travail, qui est levier de santé, de maintien d'emploi, et favorable aux travailleurs et aux chefs d'entreprise. Alors, pour ce qui est du premier axe, celui donc qui met la priorité à la prévention primaire, ce que nous avons fait, nous appuyons sur certains risques prioritaires. Les risques prioritaires en la matière que nous avons donc identifiés sont notamment le risque chimique, les risques psychosociaux, les chutes de hauteur. Les chutes de hauteur, c'est toujours chaque année, malheureusement, 120 morts par an. Ou bien le risque routier professionnel qui, dans son ensemble, est la première cause d'accidents mortels au travail. Ce que nous voulons aussi, c'est favoriser la culture de prévention, et notamment par des fondamentaux. Ça vous semble peut-être évident, mais le fait de pouvoir réaliser pour un chef d'entreprise, notamment dans une PME, son évaluation des risques est insuffisamment remplie. Donc, à nouveau, nous avons remis cette priorité sur le haut de la pile. Et ce qui nous semble extrêmement important, c'est le socle du dispositif, c'est que cette évaluation des risques puisse être consignée dans ce qu'on appelle le document unique d'évaluation des risques. En même temps, ce que nous souhaitons aussi, c'est prévenir l'usure professionnelle, notamment en produisant, évaluant et diffusant des outils de prévention, en ce qui concerne par exemple les TMS, et en agissant sur la conception au travail. Alors, le deuxième axe stratégique de ce plan santé au travail, c'est avoir une approche positive du travail. Ce que nous souhaitons, c'est tourner le dos à une vision du travail qui serait que pathogène et saisir les opportunités que représentent les enjeux du travail moderne. Sur ce point, nous essayons de concilier vie privée, vie professionnelle, reconnaissance professionnelle, gestion des parcours professionnels, promotion de la santé au travail et qualité de vie au travail. Alors, sur la qualité de vie au travail, l'objectif, c'est de concilier le bien-être des salariés et performance de l'entreprise. Une mise en cohérence devant être faite et nous devons nous appuyer sur l'expression des salariés au travail en plaçant cette qualité de vie au travail au centre du dispositif. Nous voulons aussi, puisque notre société est en constante évolution, apporter des réponses concrètes au vieillissement des salariés au travail et des difficultés de santé des travailleurs, notamment en œuvrant contre la désinsertion professionnelle et en favorisant le maintien à l'emploi. Alors, en même temps, nous estimons, et ça c'est un diagnostic qui a été posé, une démarche positive de la démarche, c'est d'estimer, de se déterminer pour que le travail puisse être un facteur de santé. Enfin, dans le troisième axe, nous travaillons en partenariat avec différents intervenants. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce plan santé au travail qui a été décliné au niveau national a été décliné dans chaque région à travers des plans régionaux santé au travail. Et en fonction des caractéristiques de certaines régions, par exemple la région Nouvelle-Aquitaine n'a pas les mêmes caractéristiques en termes d'emploi ou d'exposition au risque que par exemple la région Nord-Pas-de-Calais. Les préfets au niveau local, en partenariat avec les différents intervenants, peuvent décliner des priorités en fonction des caractéristiques de chaque région. Donc en fait, le message que je voulais faire passer auprès de vous, c'est que vous dire, nous essayons d'avoir une démarche pragmatique par rapport à un enjeu qui pour nous est notre quotidien. Nous ne sommes pas seuls sur, je dirais, ce chantier et c'est collectivement que nous arriverons à faire baisser les accidents du travail et les maladies professionnelles, puisque schématiquement, plus de 600 000 accidents du travail en 2016, cela ne semble pas acceptable, et le fait d'avoir près de 50 000 maladies professionnelles reconnues non plus. Donc en fait, pour nous, soyez convaincus de notre investissement. Nous sommes convaincus aussi du vôtre, et je pense que c'est par une démarche collective que nous arriverons à améliorer la situation de la santé et sécurité au travail en France.
Je vous remercie. Merci messieurs, merci monsieur Tézé. Bonjour, bienvenue à cette conférence consacrée à la prévention, à la place de la prévention dans la santé et la sécurité au travail. Certains dispositifs, comme le programme de formation sauveteur secouriste du travail de l'INRS, renforcent progressivement sa dimension prévention. Et Madame Giraudy pourra d'ailleurs nous en parler. Pour autant, et cette conférence sera d'ailleurs l'occasion d'en dresser le constat, la prévention reste le parent pauvre de la santé et de la sécurité au travail. Pour preuve, on reparlera des chiffres, mais sur 100 € cotisés par l'entreprise, seuls 4 sont alloués à la prévention. Une somme relativement faible si on la compare aux 38 € consacrés aux accidents du travail ou aux 36 € consacrés à la maladie professionnelle. Alors quels sont les obstacles à son développement et comment peut-on les surmonter? Pour y voir plus clair sur ce sujet, nous avons donc la chance d'accueillir M. Tézé, que je ne vais pas représenter, M. Hervé Lauberti, responsable prévention des risques professionnels à la direction des risques professionnels de la Caisse nationale d'assurance maladie, la CNAM, Mme Sophie Giraudy, responsable du dispositif SST à l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité, M. Dominique Vacher, auteur du livre « Arrêtez de manager la SST » et consultant. Nous avons également la chance d'avoir Mme Ingrid Chudy, intervenante pour la Croix-Rouge française et référente pédagogique de la région Rhône-Alpes. Je vais commencer par une première question à nos invités. Alors je précise qu'il s'agit d'une discussion, donc nos invités vont discuter entre eux. Vous pouvez également participer à cette discussion, alors n'hésitez pas à lever la main si je ne vous vois pas parce que je suis trop absorbé par la discussion. Vous pouvez crier et là je vous entendrai certainement. Donc une petite question, alors peut-être une question un peu bateau, vous allez dire, mais qui va nous permettre de définir le sujet, de définir les acteurs de la prévention et ses enjeux. La prévention, c'est quoi? Qui veut répondre à cette première question? Monsieur Vacher, on vous écoute. D'un point de vue très pragmatique, la prévention, c'est éviter dans une entreprise que des événements se terminent par la nécessité de faire intervenir tous nos exposants dans ce salon. Voilà. C'est-à-dire éviter qu'on mette des hommes et des femmes et qu'on les esquinte parce qu'on n'a pas su s'y prendre pour les mettre correctement au travail. J'en profite pour rebondir sur le propos de M. Vacher de manière tout à fait concrète. C'est-à-dire, ce qui est normal, c'est que l'administration centrale, puisque nous sommes ministère du Travail, soit au courant de ce qui se passe sur le terrain. Tous les jours, malheureusement, nous arrivent des remontées de l'inspection du travail au niveau local sur les accidents graves ou mortels. Et on est toujours très confondus et attristés par la situation. C'est-à-dire que souvent, les fondamentaux ont été oubliés. Et vis-à-vis de personnes, je simplifie, mais c'est ce qu'on peut ressentir, fondamentaux oubliés vis-à-vis de personnes soit assez jeunes ou au contraire des personnes qui avaient largement œuvré pour la société, qui avaient travaillé et qui malheureusement, à une période assez proche de leur retraite, décèdent sur le lieu de travail. Donc en fait, pour nous, c'est fondamental d'éviter les accidents du travail, même si la situation, si on regarde par le passé, s'est améliorée. Il faut voir aussi, c'est un point important, c'est que l'Union européenne pose beaucoup à ce qu'il y ait une harmonie entre les pays européens, de manière à ce que les règles soient les mêmes pour tous, que les pays, que vous soyez en Allemagne, en Bulgarie ou en France, que les règles fondamentales, du moins, de santé et sécurité au travail soient les mêmes, soient aussi accessibles aux chefs d'entreprise et aux préventeurs. Voilà, c'est le message que je voulais faire passer. Je ne vois pas comment rebondir sur la définition qu'a donnée par M. Vacher, parce que je pense qu'elle n'est pas très loin de la définition qu'on trouve dans le dictionnaire. Mais ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que la prévention, c'est quelque chose qui évolue au fil du temps et que finalement, la façon d'aborder la prévention aujourd'hui, la façon dont on a abordé la prévention hier et certainement la façon dont on va aborder la prévention demain change. Quand vous étiez fin du 19e siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, la prévention était quasiment inexistante. On avait un accident du travail, ou on avait un accident, c'était la fatalité, c'était comme ça. On avait une approche très comportementaliste. La personne a certainement fait quelque chose de pas bien.
Donc la société en prend conscience et fin du 19e siècle, 1898, il y a un consensus qui est trouvé et un système qui est mis en place et finalement qui est encore en vigueur actuellement, qui est la présomption d'imputabilité. La personne qui a un accident au temps et au lieu du travail est reconnue comme victime de son travail et donc est indemnisée en conséquence. Et on vient réparer la victime parce qu'on est dans une approche fataliste. Arrive la Seconde Guerre mondiale, on reconstruit la France et on se dit cette approche, elle est quand même peut-être un peu limite. On peut peut-être faire un peu plus pour améliorer la santé, la sécurité au travail de nos salariés, de nos travailleurs au sens large. Et on a une approche de protection. On rentre dans une ère de la protection et on y retrouve notamment dans le Code du travail toutes ces règles techniques qui font encore les bonnes pages du livre 4 que l'on a cité tout à l'heure du Code du travail, où là on vient expliquer à l'entreprise finalement un certain nombre d'obligations de moyens. Il faut mettre une protection sur telle machine, il faut mettre sur vos échafaudages des sous-lisses à telle hauteur, etc., etc. Et on est sur une approche très technique et on vient protéger la victime. Et puis on se rend compte que cette approche a des premiers résultats, donc on vient prévenir un certain nombre de risques, mais malheureusement ça ne suffit pas. On ne comprend pas, il y a des gens qui passent la barrière, continuent à tomber, mettent le doigt dans la machine. Donc on se rend compte que cette démarche finalement de protection n'est pas suffisante et on rentre dans l'ère fin des années 70, milieu des années 70, avec notamment une loi de décembre 76, dans l'ère de la prévention où on vient demander finalement au moment de concevoir une machine, au moment de concevoir un bâtiment, de réfléchir à l'activité réelle du salarié, à l'activité réelle du travailleur, pour faire en sorte qu'on intègre le plus en amont possible la prévention. Les choses progressent, on est encore dans cette ère-là aujourd'hui, c'est-à-dire que voilà, depuis 1976, les choses évoluent, on essaie d'intégrer le plus en amont possible. Toutes les évolutions qui sont arrivées après au niveau du Code du travail ou portées par les autres acteurs sont encore dans cette veine aujourd'hui. On vient demander à l'employeur d'organiser la prévention, donc il y a ce fameux document unique d'évaluation des risques. Derrière, il faut planifier la prévention avec les principes généraux de prévention. C'est certainement encore trop compliqué pour un certain nombre d'entreprises, mais on est dans une ère où on organise la prévention avec une approche encore très centrée sur le risque, sur la technique, mais avec une réelle volonté d'anticiper et de faire en sorte de prévenir les risques le plus en amont possible. Et puis, pour moi, aujourd'hui, demain, on commence à rentrer dans une nouvelle ère. C'est peut-être un élément qu'on pourra mettre au débat ce midi. C'est dans l'ère de la promotion. On se rend compte finalement que prévenir, organiser, identifier ces risques, certainement très bien, ça apporte un certain nombre d'évolutions. Mais quand vous regardez les chiffres des actions du travail que l'on publie chaque année, ça va faire maintenant presque une dizaine d'années qu'on arrive à un espèce de palier. Voilà, on est en 2016 à 33,8 accidents du travail pour 1000 salariés. On enregistre encore chaque jour 600 accidents du travail qu'on reconnaît au niveau de nos caisses primaires. Et on arrive à une espèce de palier comme si voilà, on avait du mal à aller plus bas et pourtant on constate des accidents où finalement les fondamentaux n'ont pas été respectés. Donc qu'est-ce qui manque ? C'est pas uniquement des gens qui ne veulent pas faire. Et on pense qu'il faut, moi en tout cas je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut peut-être encore changer de paradigme, continuer à faire évoluer et rentrer dans une ère de promotion de la santé et de la sécurité au travail. Faire en sorte que cette dimension de la santé et de la sécurité au travail soit perçue comme un élément important de l'entreprise au même titre que la qualité, au même titre que sa productivité. Et qu'elle soit intégrée dans toutes les dimensions de l'entreprise et pas uniquement vue comme un élément à mettre en œuvre à côté d'une autre politique nécessaire à la vie de l'entreprise. Enfin voilà, élément qu'on pourrait éventuellement développer. Donc voilà, la prévention, il y a une définition qui, de mon point de vue, évolue et qui continuera à évoluer dans les années à venir. Madame Giraudy, oui. Merci. Alors, ça marche, oui. Alors je fais le parallèle avec le dispositif sauvetage du travail en parlant de cette évolution et ça va parler à un certain nombre de personnes qui sont là dans la salle. De cette approche de la prévention qui a évolué au fil du temps et on est sur des temps charnières qui sont exactement les mêmes quand on retrace l'histoire du dispositif de formation sauvetage secourisme du travail. On est parti en 1957 d'un dispositif qui était essentiellement basé sur le secours. Voilà, on était effectivement au sortir de la guerre, on était sur l'idée de secourir en cas d'accident du travail dans l'entreprise et on a commencé à développer avec les associations de secourisme dont la Croix-Rouge, depuis déjà cette époque-là, ce secours en entreprise, secours à victimes. Puis, petit à petit, on a évolué. On est passé sur le terme de protection. Voilà. Et effectivement, on parle de protection. Puis, on a commencé à parler de prévention. Et quand on a parlé de prévention, dans l'approche pédagogique du dispositif, c'était prévenir le suraccident.
Voilà. Il y a eu déjà l'accident et on arrive à la prévention et à ces termes-là. Puis on a encore évolué et on est aujourd'hui également dans cette ère et dans ce principe qui est de dire aujourd'hui, il y a autre chose à faire, et y compris donc pédagogiquement dans l'approche et dans les contenus qui sont dispensés dans le dispositif sauvetage secourisme du travail. On est allé vers voilà, cette prévention primaire et l'idée que les deux compétences, secours et prévention, sont pas forcément antinomiques. Voilà. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, la personne qui est en charge du secours est la mieux à même de savoir combien ça fait mal, ce qui fait mal, voilà, et combien ça peut coûter à l'entreprise. Et celle-là, elle va être particulièrement sensible. Et si elle est formée à la prévention des risques, elle va prendre conscience de l'importance de prévenir le plus en amont possible. Donc on a suivi ce parallèle-là. Et effectivement, on fait aussi le constat aujourd'hui qu'il y a peut-être un petit quelque chose d'autre à faire avec ce million de personnes, parce que ce sont quand même les chiffres, 1 million de personnes formées chaque année au sauvetage secourisme du travail et pour partie de leur formation à la prévention des risques. Qui est sauveteur secouriste du travail dans la salle? Est-ce que vous pouvez lever la main? D'accord. Qui n'est pas sauveteur secouriste du travail? Il va pas lever la main. D'accord. Bon, merci d'être présent. Justement, en parlant de sauveteurs secouristes du travail, est-ce qu'on pourrait lister, alors peut-être pas de manière exhaustive, mais lister l'ensemble des acteurs qui concourent à la prévention dans l'entreprise aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un veut se lancer sur cette question? Au-delà oui, parce que le sauveteur secouriste du travail, c'est pas l'acteur premier. Alors, moi, je vais bien prendre la parole sur le sujet. Déjà, rebondir sur ce que disait monsieur. Changement de paradigme. Alors, je crois qu'on y est. C'est tout l'objet, vous m'avez donné un peu de visibilité, c'est gentil, du bouquin que j'ai écrit. Et le titre n'est pas neutre. Arrêter de manager la SST, c'est justement se poser la question, comment je peux prévenir dans la façon dont je fais ma production et dans la façon dont je mets les gens au travail, mes salariés de tout risque. Point. Et si on continue à se servir de la SST comme d'un objet en tant que tel, dont on consacre un peu de temps quand la production a été assurée, parce qu'il ne faut pas déconner, il faut quand même d'abord sortir les produits et les services, eh bien on arrive à l'asymptote qu'on est en train de vivre en ce moment et qu'on ne crèvera pas tant qu'on n'aura pas intégré le plus en amont. Alors, ça veut dire quoi intégrer le plus en amont? Un PDG qui prend une décision dans son entreprise est en situation de faire de la prévention ou pas. Ça va dépendre de l'impact de cette décision qu'il aura identifié en amont, avant de la prendre, sur la SST et sur plein d'autres sujets d'ailleurs. On est dans une logique beaucoup plus large de gestion des risques. Un acheteur, gardez toujours en tête que les acheteurs font rentrer les risques dans l'entreprise. Un acheteur est en situation de faire rentrer ou pas des risques dans l'entreprise. Une fois que la machine dangereuse a été achetée, il faut gérer les risques pendant toute la durée de vie de l'entreprise. Ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Un chef de projet est en situation, etc. etc. Bon, donc les acteurs, ils sont absolument à tous les niveaux de l'entreprise. Et c'est ça, et quand je disais changement de paradigme, et je termine là-dessus parce que je ne veux pas être trop long, moi, dans ma façon d'envisager la SST, je veux qu'on arrête, quand on dit SST, de penser contrainte, réglementation, amende, document unique. Comme je disais dans la table ronde d'avant, moi qui fais de la formation, je ne trouve rien de plus efficace pour faire partir des managers de la salle de formation que de poser un document unique sur la table. D'accord ? En tout cas, tels qu'ils sont faits aujourd'hui. Donc, il y a vraiment des choses à revisiter. La SST, c'est une opportunité. C'est une opportunité de business. Partout où je passe, dans toutes les entreprises, et c'est le début de mon bouquin, je montre qu'il y a un lien, mais absolument proportionnel, entre la performance SST et la maîtrise des activités de l'entreprise. Vous avez un taux de fréquence élevé, monsieur le PDG, vous ne savez pas maîtriser vos activités. Alors ça commence à gratter, parce qu'un PDG, quand il entend qu'il ne sait pas maîtriser ses activités, il ne l'accepte pas. Donc on met la direction en mouvement. Et tant qu'on n'aura pas la direction qui aura compris l'intérêt de progresser en SST, parce qu'en fait on progresse tout court, et y compris financièrement, on aura beaucoup de mal. Si je fais un test, combien il y a de PDG ou de managers dans la salle? Levez voir la main. Il y en a 2, voilà. Donc on est encore, c'est bien, c'est super. Bravo d'être venu. Vous avez bravé les éléments sans prendre de risques.
pour participer à cette conférence. Mais sinon, donc là, c'est assez révélateur effectivement des sinon, des on est entre obstacles nous, qu'on peut, on est que entre peut nous, et on rencontrer est la un peu prévention. convaincus en plus de ce qu'on va se dire. Mais ça fait rien. Il faut se le rappeler, ça fait du bien. On va y revenir. On va vraiment y revenir sur les obstacles que rencontre la prévention en entreprise et justement comment on peut les surmonter. Madame Giraudy, vous vouliez intervenir ? Non, d'accord. Les enjeux. Je voulais qu'on parle pour bien peser l'enjeu de la discussion aujourd'hui. Je voulais qu'on parle des enjeux de la prévention dans l'entreprise. On a effectivement des enjeux humains, des enjeux sociétaux, des enjeux économiques aussi. On parle beaucoup de croissance et la prévention a un rôle à jouer aussi dans la croissance des entreprises et plus généralement dans la croissance économique d'un pays. On peut rappeler quelques chiffres. Donc la Caisse nationale d'assurance maladie, donc, avec sa direction des risques professionnels qui gère la branche AT-MP. Alors la branche AT-MP, c'est Action du travail maladie professionnelle. Ce sont les caisses d'assurance retraite et de santé au travail, les CARSAT que vous retrouvez en région, la CRAMIF en Ile-de-France et puis donc l'INRS qui est notre Institut national de recherche. Donc c'est environ 2000 personnes donc réparties dans ces caisses régionales et au sein de cet institut qui agissent en prévention, qui interviennent au quotidien dans les entreprises pour prévenir, pour promouvoir pardon, la prise en compte de la prévention. Et puis il y a la partie réparation, avec les caisses primaires, où on vient reconnaître et indemniser les victimes d'accidents du travail maladie professionnelle. Tout ça nous permet d'avoir annuellement les chiffres, et donc ces quelques chiffres mettent quand même en avant les enjeux. La branche AT-MP, c'est 13 milliards d'euros. Alors c'est rien par rapport à plus de 150 milliards d'euros maladie, mais c'est quand même pas rien. 13 milliards d'euros que l'entreprise finalement finance directement, puisque la branche AT-MP est la seule branche exclusivement financée par les employeurs. C'est un peu plus de 600 000 accidents du travail l'année dernière reconnus, comme on l'a dit en ouverture de conférence. C'est près de 50 000 maladies professionnelles, dont 87% de fameux troubles musculo-squelettiques. On voit que les évolutions de ces accidents et de ces maladies professionnelles sont très hétérogènes quand vous prenez différents secteurs. Historiquement, on parle du bâtiment et travaux publics, c'est l'un des secteurs qui a fait les plus grands progrès ces dernières décennies. On est aujourd'hui dans un secteur qui est avec un niveau d'accident du travail plus élevé que la moyenne, mais avec néanmoins de forts progrès. Puis à côté de ça, vous avez des secteurs qui sont en plein boom économique, en tout cas en termes de nombre d'emplois, en termes de perspectives d'emploi, et qui sont très 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 confrontés aux problématiques de santé et sécurité au travail. Je donnerai l'exemple des EHPAD, par exemple, dans ces établissements où on reçoit donc les personnes âgées. Aujourd'hui, on est à près de 100 accidents du travail reconnus avec arrêt chaque année pour 1000 salariés. C'est presque 3 fois la moyenne de l'ensemble des secteurs. Et donc là, en termes d'enjeux, il y a à la fois un enjeu économique évident, ne serait-ce qu'en termes d'attractivité de la filière, de capacité à maintenir ces personnes au travail, etc. Et puis un enjeu social, que souhaitons-nous de notre société. Les personnes qui prennent soin finalement de nos aînés, aujourd'hui travaillent dans des conditions de travail assez compliquées. Enfin, je ne vais pas reprendre toute l'actualité très, très récente. Et d'ailleurs, la ministre du Travail et de la Santé ont pris position là-dessus. Donc il y a une vraie prise de conscience. Mais il y a vraiment des enjeux à la fois économiques et sociétaux très forts, encore très forts aujourd'hui sur cette dimension de la santé et sécurité au travail. Oui, je voudrais juste compléter par un exemple pratique. La vraie difficulté pour les représentants des pouvoirs publics, c'est savoir où on met à peu près le curseur. C'est-à-dire qu'il y a une obligation de sécurité pour le salarié. Il faut que le chef d'entreprise puisse développer son entreprise et vive aussi de l'activité de son entreprise. Les exigences d'une société qui est de plus en plus prégnante dès qu'il y a un fait divers qui peut être tragique avec une forte pression, et en même temps une application du droit qui soit réelle sur le terrain. Je reviens à votre remarque sur le DUR. On n'a pas, si vous voulez, le DUR forcément quand même un objectif fondamental à respecter, mais d'un côté, il faut des fondamentaux, parce que si les fondamentaux ne sont pas respectés, on se rend compte au quotidien, comme je vous le disais tout à l'heure, les effets que cela peut représenter. Je vais vous donner un autre exemple aussi sur la difficulté d'acceptabilité de certaines politiques publiques. Notamment en France, le risque routier professionnel, ou je dirais même plus largement la sécurité routière, est extrêmement passionnel. Les moindres décisions qui sont prises, il y en a eu des récemment prises, notamment savoir si on allait passer par exemple à 80 à l'heure sur les départementales, ça alimente très fortement les conversations. Et il est difficile aussi de faire comprendre, en termes de chiffres,
D'un côté, les recettes radar, je vous donne un chiffre, c'est environ tout confondu 1,8 milliard par an. Et l'insécurité routière calculée par l'Observatoire de la sécurité routière, c'est 50 milliards d'euros. 50 milliards d'euros, 2,2% du PIB, à partir du moment où on cumule le coût de l'accident matériel et de l'accident immatériel, en comptant aussi les blessés. Donc vous voyez, la difficulté, c'est tout cet ensemble, c'est trouver un point d'équilibre, quel que soit le risque, pour nous, je parle pouvoir public, à, d'abord, quand il est nécessaire, prévoir un encadrement réglementaire. Alors cet encadrement réglementaire, peut-être que vous pensez qu'il est hors sol. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que à chaque fois, un texte est discuté avec le représentant des employeurs, des salariés et des préventeurs. Donc on peut estimer, peut-être qu'il n'est pas forcément adapté, mais il est le fruit d'une discussion et à un moment, les pouvoirs publics tranchent. Simplement, ce qu'il faut voir, on est dans une société qui est en totale mouvance. Je pense que si, il y a quelques années, on vous avait parlé de burn-out, vous auriez ouvert de grands yeux. Je vous donne un autre exemple qui a été particulièrement emblématique pour notre société, c'est dire comment on devait traiter les effets de l'amiante, parce que les pouvoirs publics, notamment, y ont traité trop tardivement ces phénomènes. On a été obligé de prendre une réglementation extrêmement stricte et un domaine de réparation qui soit à la hauteur des expositions qu'avaient subies les salariés. Le défi aussi pour nous, c'est les nouvelles technologies, les nouvelles organisations du travail et comment les pouvoirs publics s'organisent. Et surtout, ce qui compte au quotidien, c'est comment vous trouvez votre place et que vous êtes aussi un acteur actif de manière à ce que la prévention au quotidien soit réelle. Merci. Oui, effectivement, on parle de cet impact et de ces enjeux financiers, de ces enjeux économiques, réglementaires, qui sont en général la première manière dont on aborde la prévention des risques aujourd'hui. Et les gens qui dispensent des formations savent bien que c'était la porte d'entrée. Je pense qu'aujourd'hui, on est, et Hervé Leberti l'a dit tout à l'heure, on est aussi dans l'idée que cette question que légitimement vous posez de ces enjeux financiers et réglementaires, il faut qu'on arrive à dépasser ça aussi. Dans la définition de la prévention qu'on donnait tout à l'heure, l'idée, c'est aussi d'aller au-delà. La prévention, aujourd'hui, ça peut être bien plus dans l'entreprise. Ça peut être une démarche qui concerne tout le monde, tous les acteurs. Alors, le sujet d'après, c'était les acteurs et effectivement, on était en plein dedans aussi. Ça concerne tout le monde dans l'entreprise. Et c'est mettre dans l'entreprise une intelligence collective qui concerne tout le monde et arriver à l'idée de dire que... au-delà de ça fait mal, ça coûte cher, mais d'être dans ce curatif encore, y compris quand on parle de prévention, la preuve, c'est d'aller au-delà et de dire que la démarche de prévention qu'on amène dans l'entreprise, elle va amener du bien-être et elle va amener incidemment, et vous l'avez dit, c'est pas vous qui allez me contredire, de la performance dans l'entreprise. Voilà, dépasser cette présentation de la prévention des risques via ces enjeux-là par un peu plus dans l'entreprise et par une nouvelle dimension. Et peut-être d'ailleurs à inverser ce ratio dont j'ai parlé dans l'introduction. Alors peut-être pas l'inverser, mais l'atténuer. Et vous en parliez là, Monsieur Leberti. L'essentiel du budget de la branche AT-MP est consacré à la réparation. Oui, en fait, et finalement, très peu de ce budget est consacré à la prévention. Oui, non, mais en fait, mais après, ça, c'est des choix. Il ne faudrait pas que vous repartiez dans la salle en disant il n'y a que 4% qui est investi en prévention, parce qu'on n'est pas les seuls acteurs à agir en prévention. Donc, par contre, on est le seul acteur à réparer. Donc, effectivement, on supporte 100% des coûts de la réparation. Et sur l'ensemble de notre budget, les fameux 13 milliards d'euros que j'évoquais tout à l'heure, il y a près de 80% de ce budget qui est directement, même un peu plus si on rajoute l'amiante, donc qui est directement reversé aux victimes. Et effectivement, il n'y a que 4% qui est dédié à notre action de prévention. Donc on retrouve dedans le financement de l'INRS, le financement des actions de prévention que l'on mène concrètement en entreprise avec nos contrôleurs ingénieurs que l'on a dans l'ensemble de nos caisses régionales, et puis toutes les aides financières que l'on peut être amené à octroyer aux entreprises pour les accompagner concrètement. Donc c'est vrai que notre branche, il n'y a que 4% de son budget qui est consacré à cette action de prévention. L'un des débats, c'est de dire, mais si demain on passait à 8%, est-ce que finalement on ne baisserait pas le budget de 13 milliards? C'est-à-dire mettez 2 fois plus en prévention, et puis comme on vous promet que vous allez avoir un retour sur investissement, vous allez réduire cette part réparation.
C'est difficile à documenter. C'est difficile à prouver. Donc aujourd'hui, moi j'ai un discours de convaincu. Je prône ça, je suis pour ça, mais certainement avec un prisme. Je suis le responsable prévention qui va demain devoir gérer ce budget. Donc je suis peut-être pas le mieux placé pour pouvoir en discuter. Mais demain, voilà, proposer au pouvoir public de prendre une telle décision et donc dans un premier coup d'augmenter les cotisations qui pèsent sur les entreprises. Il faut quand même amener un peu d'arguments concrets, tangibles, pour pouvoir dire. On vous garantit que si vous mettez 2 fois plus de budget dans la branche AT&MP sur le volet prévention, vous allez voir, la réparation va diminuer. Ce n'est pas si simple que ça. Le plus gros de l'investissement de la prévention, il se fait en entreprise. Et il faut replacer aussi cet investissement en prévention dans l'entreprise. L'entreprise doit agir en prévention. Il y a donc des budgets spécifiques à dégager, etc. Et c'est là où il faut revenir au fameux paradigme qu'évoquait M. Vacher. Voilà, c'est comment intégrer cette politique de prévention finalement dans une politique plus globale d'entreprise et de revenir peut-être à l'introduction de votre livre que je n'ai pas encore lu mais il va falloir que je me dépêche d'acheter et de lire qui fait le parallèle entre ce fameux investissement en prévention et une bonne gestion de l'entreprise. Il y a un certain nombre d'études qui sortent maintenant régulièrement où on voit que pour en gros 1 euro investi, il y a 2 euros de retour d'investissement. 1 euro investi en prévention, il y a environ 2 euros de retour d'investissement. Il y a plein d'exemples qui le font, le PPBTP qui le prouve. Le PPBTP notamment a fait un recueil de cas qui montre que dans le BTP, pour 1 euro investi en prévention, vous avez 2 euros de retour d'investissement. Il y a plusieurs études macroéconomiques au-delà même de ce qui se passe en France qui arrivent également à cet ordre de grandeur. Il faut certainement aller encore plus loin dans ce type d'études pour aussi conforter ce type de discours, ce type d'argument, et ne pas être uniquement dans des discours de convaincus, des discours de préventeurs. Tout à l'heure, M. Vacher disait ici, on est entre gens convaincus. Donc c'est peut-être pas là le plus difficile pour nous pour faire passer ce type de message, mais il y a d'autres personnes, d'autres décideurs qu'il faut convaincre, et le simple discours du préventeur ne suffit pas, et moi je suis convaincu qu'il y a là pour le coup, nous institutionnels, un investissement à avoir pour venir prouver cet élément, le fait qu'effectivement l'investissement en prévention a un retour d'investissement très concret. Mais pas sur quelques cas, avec des vraies études universitaires sur lesquelles on pourrait s'appuyer, etc. Aujourd'hui, il y en a encore trop peu, que ce soit au niveau national, européen ou même mondial. Je me permets de rebondir. Oui, j'imagine. Oui, alors, pour corroborer ce que vous dites, il se trouve que je fais partie de l'Association internationale de sécurité sociale, qui en 2009 a fait une étude pilotée par le MEDEF allemand et la Sécu allemande, pour faire court, et qui arrivait effectivement pour 1 euro investi en moyenne, retour de 2,2, ça allait de 1 pour 1 à 1 pour plus de 7, ça dépend du moment où on part aussi dans l'acte de prévention. Donc on sait aujourd'hui qu'investir dans la prévention, ça rapporte. Le problème, c'est que investir, ça veut dire que c'est un coût déjà au départ. Il faut sortir les 1 000 euros, il faut sortir les 3 000 euros pour avoir une machine moins dangereuse, etc. Le message sur le retour sur investissement, il est fondamental. La capacité d'un préventeur à financiariser son discours sur la prévention et la SST est stratégique. Moi, j'ai fait 10 ans d'enseignement au CNAM à Paris aux côtés de William Dab sur ces sujets. J'ai toujours essayé de donner une dimension financière à mes cours sur la SST. J'ai toujours été convaincu qu'un préventeur devait sortir de la technique de la prévention et devait pouvoir tenir un discours au manager, parce que le manager, quand il produit, le risque SST, c'est un risque parmi plein d'autres risques qu'il a à gérer. D'accord ? Et le préventeur, il le ressent aujourd'hui comme un poil à gratter, comme quelqu'un qui vient lui rappeler le décret, etc. Et ça, le manager, il n'a pas le temps de se mettre là-dessus. Lui, il est attendu sur la production, il est attendu sur les délais, il est attendu sur les coûts, il est attendu sur un minimum de standard qualité. Bien sûr que la SST, c'est important, mais enfin, c'est ça qui se rajoute à déjà tout un millefeuille tel que c'est organisé aujourd'hui dans la plupart des entreprises. Donc, il faut arriver à convaincre la direction, le management, que investir, ça rapporte. Ça, on a des études fiables aujourd'hui qui le démontrent. Mais au-delà, c'est ce que je disais tout à l'heure, que la performance SST reflète votre niveau de maîtrise de votre business. Et que si vous n'êtes pas bon en SST, eh ben, c'est un enjeu de business. Je travaille avec des Coréens, je travaille avec des Chinois, mais je peux vous assurer que ces gens-là vont très très vite et qu'il y a des sauts de génération. On va avoir des réveils douloureux si on continue en moyenne à un taux de fréquence de 21 dans les entreprises françaises. Vous avez des grands groupes français aujourd'hui qui ont des performances SST au-dessus de la moyenne
françaises. Et ce sont pourtant des grands groupes. Or, cette moyenne, elle est calculée avec à la base un terreau qui est à 80% des TPE, des PME, puisque c'est à peu près le pourcentage. Voilà. Donc un grand groupe qui n'a pas un résultat excellent est en danger de vie ou de mort dans le monde dans lequel nous vivons, parce qu'aujourd'hui, vous avez des donneurs d'ordre qui attendent de leurs clients, de leurs prestataires, qu'ils soient excellents sur la santé, parce qu'ils ont compris, alors il n'y en a pas encore suffisamment, mais ils ont compris que ça reflétait la confiance qu'on pouvait mettre dans cette entreprise à ce qu'elle puisse réaliser ce dont vous allez lui passer commande dans un respect des délais, des coûts, de la qualité, etc. Et ça, je crois que c'est absolument stratégique d'arriver à passer ce cap. Moi, je suis complètement d'accord avec ça, parce que c'est un message qu'on porte également. Néanmoins, je vois quelques limites à ce message. Je vois la limite pour la petite entreprise. Et je vois la limite par rapport à tout ce qui concerne les effets différés sur la santé. Vous allez dans une petite chaudronnerie ou dans une petite menuiserie où il y a 3-4 salariés, où il y a de la poussière de bois partout, où il y a de la fumée de soudage partout. On va lui expliquer que pour prévenir le risque, il faut qu'il vienne capter à la source ou qu'il vienne mettre en place des systèmes d'extraction efficaces. Ce type d'équipement, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros dans un certain nombre d'entreprises. Et je ne parle pas de grosses entreprises. Voilà, un système de ventilation, vous arrivez vite à 30-40 000 euros à sortir, que vous ayez 1 ou 5 salariés. Bah, cette personne-là, vous aurez beau lui sortir toutes les études qui existent aujourd'hui, qui prouvent que 1 euro, ça va lui rapporter 2. Quand vous allez lui expliquer que tout ça va prévenir des cancers qui éventuellement arriveront dans 30 ou 40 ans, notre discours, il tombe un petit peu à côté. Et donc, il y a vraiment... Néanmoins, il faut le faire. Et c'est là où il faut vraiment revenir sur de mon point de vue, cette approche vraiment globale, de ne pas aller uniquement risque par risque, investissement par investissement, mais de montrer que globalement, cette prise en compte de la prévention sert l'entreprise et sa performance économique court et surtout moyen, long terme. C'est-à-dire que c'est cette durabilité de performance, parce qu'à court terme, il n'y a pas d'intérêt d'investir, très clairement. Et là, enfin, peut-être avez-vous une solution dans votre livre, et je vais le lire avec attention, mais moi, honnêtement, aujourd'hui, je trouve que ce discours-là, on réussit assez bien à le transmettre aux grandes entreprises, là où effectivement il y a une certaine structuration, les managers que l'on forme de plus en plus, etc. Alors certainement qu'il y a plein de choses encore à améliorer. Par contre, c'est vrai que pour la petite entreprise, cette dimension, cette réflexion, ce discours, de mon point de vue, doit être adapté pour pouvoir le toucher. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis juste qu'aujourd'hui, par rapport à l'approche que l'on a, on reste encore trop souvent avec des arguments qui ne permettent pas d'emporter, entre guillemets, la décision du petit chef d'entreprise qui ne va pas voir, lui, directement l'intérêt d'aller investir dans quelque chose de très coûteux pour éventuellement prévenir des risques qui arriveront dans 30 ou 40 ans quand son carnet de commande n'est même pas plein à 2 ou 3 mois. Enfin, voilà, je caricature un peu mes propos, mais simplement pour dire que le message, ce changement de paradigme que l'on évoque, il faudra bien l'adapter en fonction des secteurs d'activité très certainement, mais aussi et surtout de la taille d'entreprise et de leurs moyens. Parce qu'on voit bien que le discours un peu macroéconomique est porteur, mais certainement présente quelques limites quand on revient à la petite entreprise. Alors, je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. Et vous illustrez bien, justement, le discours ambiant. C'est-à-dire, il y a une espèce de discours défaitiste qui dit que parce que les petites entreprises, elles n'ont pas forcément les budgets, les ressources, la connaissance, l'expertise, donc on accepte qu'il y ait de la casse. Non, je suis désolé. Continuons sur l'exemple de votre scierie. Le problème, c'est que, comme dans beaucoup d'entreprises, on installe une chaîne de production, et puis une fois qu'elle est là, on se pose la question, où sont les risques ? C'est trop tard. C'est déjà trop tard. C'est déjà bien trop tard. Parce que pour pouvoir éviter qu'il y ait de la poussière, il va falloir effectivement investir une hotte qui va coûter 5 000 euros. Mais si vous aviez acheté la machine qui, à la conception, vous aspirait la poussière, vous n'auriez pas dépensé 5 000 euros de plus pour avoir votre machine et vous auriez une bien meilleure qualité parce que la poussière, ça donne des cancers, mais de façon plus pragmatique et plus sûre. Quand vous marchez sur de la poussière de bois, vous avez un risque non négligeable de vous casser la figure. Et vous savez que le directeur de la scierie, et pour avoir travaillé avec certains, ils sont très embêtés quand ils ont un professionnel qui se casse la jambe et qui est absent dans la scierie, parce que quand il y en a 4, s'il y en a un de moins, ça veut dire que les 3 autres vont avoir la surcharge de travail et on part dans une spirale négative où le risque crée le risque. Donc non, il ne faut absolument pas avoir ce discours. Sans compter qu'en plus, vous avez... alors, et ça c'est un point que... Là, je n'ai pas de solution miracle par contre. On est dans un monde aujourd'hui
qui est extrêmement court-termiste. Et ça, c'est un vrai souci pour la gestion des risques en général, d'ailleurs, hein, qu'ils soient environnementaux, encore santé plus au dans les travail. petites entreprises. Pardon ? Encore plus dans les petites entreprises. Encore plus dans les petites entreprises parce qu'ils n'ont pas forcément cette démonstration qu'acheter une machine un tout petit peu plus chère leur fait gagner de l'argent et pas dans le long terme. Hein. L'étude de l'OPBTP à laquelle vous faisiez référence disait que le retour était sur 18 mois. Donc, vous voyez, oui, sur des moyens essentiellement, manutention, etc. C'est pas très long. Pas de problème. On peut prendre tous les cas de l'OPBTP. Dans un contexte où vous avez de plus en plus de donneurs d'ordre qui n'acceptent plus que leurs prestataires ne soient pas bons en santé et sécurité et qui tirent donc la locomotive, on va dire, qui tirent le train, dans un contexte mondial où vous avez de plus en plus de... Alors, évidemment, il y a des dizaines de milliers de contre-exemples. Bon, mais le monde n'est pas tout rose, c'est vrai. Mais enfin, il y a quand même une tendance lourde de responsabilité d'entreprise qui démontre qu'aujourd'hui, moi, je vis bien. J'ai des entreprises, ce n'est pas des CHSCT qui demandent des expertises, c'est des patrons qui me demandent de venir les aider. Et ces patrons, ils sont déjà des TF de 3 ou 4. Comment on peut passer en dessous de 1, comme Dupont de Nemours, comme des... Voilà, parce qu'ils ont compris qu'il y avait ce lien dont je parlais tout à l'heure. Donc, il faut absolument avoir un discours volontariste sur le sujet, en s'appuyant sur le fait qu'être mauvais en SST, c'est être mauvais tout court. Et vous prenez un couvreur, si vous lui faites refaire votre toit et que la façon dont il pose ses échelles, ses trucs et ses machins vous donne pas confiance, eh bien vous avez raison, votre toit, vous y reviendrez beaucoup plus tôt qu'il n'aurait été nécessaire d'y revenir si vous aviez pris un vrai professionnel de la couverture de toit. Donc c'est toute cette approche-là qu'il faut développer. Parce que des margoulins, il ne faut pas les encourager. Non, mais en fait, moi, je pense qu'au contraire, on est complètement d'accord, M. Vacher. Et je vous assure que je suis un optimiste de nature. Donc, il n'y a aucun problème. Je suis ni dans la fatalité, ni dans le pessimisme. Par contre, voilà, les constats, les exemples que vous prenez restent des exemples très court-termistes. Le couvreur, il est sur le toit, il peut tomber. J'ai pris volontairement un autre exemple, celui où justement on doit se projeter sur du long terme. Et aujourd'hui, nous on le constate à travers les interventions que l'on peut faire, c'est plus compliqué de convaincre sur la partie maladie professionnelle que de convaincre sur un accident que l'on rend plus visible, où effectivement la chute, il y a le vide en dessous, le couvreur il l'a bien identifié. L'accident la maladie professionnelle, souvent en lien à des expositions que l'on des fois ne voit même pas, reste plus compliqué, avec souvent des investissements un peu différents, plus lourds. Et donc aujourd'hui, nous on constate qu'il est plus difficile de convaincre sur cette partie-là, et notamment dans les petites entreprises. Donc à nous, institutionnels, de regarder comment ne pas être uniquement dans ce constat, dans cette fatalité, et de regarder à la fois effectivement comment changer notre discours et l'adapter, c'est ce que je disais, travailler sur les éléments de langage. Donc là, vous vous rappelez vos interventions devant certains étudiants au CNAM, et je pense que nous, on a la même chose à faire avec nos propres professionnels, parce qu'effectivement, on porte un discours et on doit certainement l'adapter pour davantage avoir cette dimension économique dans nos arguments. L'adapter également au monde de la petite entreprise, et puis également venir aider financièrement quand on peut le faire. On verse chaque année 75 millions d'euros aux entreprises de moins de 50 salariés, c'est pas neutre. Alors on les aide pas toutes, puisque effectivement leur nombre est important, mais du coup on développe nos politiques en ciblant là où les besoins sont les plus forts, pour pouvoir promouvoir un certain nombre de dispositifs et les encourager à investir là où certainement ça aurait été plus compliqué de le faire sans notre aide financière. C'est un budget qui vient d'augmenter d'ailleurs. Oui, c'est un budget qui... Enfin, attendez, on attend la fin de la négociation avec l'État. En tout cas, on espère qu'il va augmenter. Aujourd'hui, voilà, on verse entre 50 et 75 millions d'euros chaque année pour ces entreprises. Juste, puis après, je vous promets, je me tais. Je reprends juste... non, on n'est pas là pour se taire. Quelque chose que j'ai développé dans la table ronde d'avant. Mais là encore, c'est factuel. Alors après, puis en plus, je parle sous votre contrôle parce que les chiffres que je vais citer, je les ai entendus dans les couloirs de la DGT. 1989, directive cadre européenne qui demande de formaliser le résultat de l'évaluation des risques. 2001 en France, on a été un peu lent à transposer, arrivée du document unique qui actait cette formalisation. Ça fait 17 ans que les employeurs ont l'obligation de formaliser le résultat de leur évaluation des risques dans un document unique. Une entreprise sur deux, source DGT, a un document unique en France. 17 ans après. 1 sur 2. Et toujours, je parle sous votre contrôle, sur les 50% qui l'ont, il y en a à peu près 20% qui ont quelque chose d'à peu près intelligent, on va dire. Bon.
Pour moi, c'est un constat d'échec. On vous appelez ça comme vous voulez, mais enfin, 17 ans après, il n'y a que 20% des entreprises qui ont quelque chose qui tient à peu près la route. C'est un échec. Je reprends l'exemple de votre Syrie. Alors, je suis iconoclaste quand je dis ça, mais d'un autre côté, j'essaye d'aller à l'essentiel et d'être pragmatique. Moi, honnêtement, j'en ai rien à faire qu'un responsable de Syrie avec 5 personnes me sorte un document unique sur la table. Rien. Lui, ça lui prend du temps, il ne comprend rien à ce qu'on lui demande, et du temps, c'est de l'argent pour lui. Je préférerais que pour les TPE, on les challenge sur leurs risques majeurs. Dans une scierie, c'est quoi? C'est le bruit, c'est les objets coupants, c'est la poussière, c'est le risque d'écrasement par les billes de bois qui sont mal stockées. Bon, je ne suis pas scieur de nature, mais enfin, je vois bien à peu près ce que ça peut être. Vous prenez ces 5 risques et vous leur demandez non pas de faire un document unique, mais vous leur demandez un plan d'action qui peut être vérifié et sur lequel les CARSAT, les chambres de commerce, les branches professionnelles peuvent aider. Et on les challenge et on les attend sur des plans d'action. Mais attendez, le taux de fréquence de 21 en moyenne, il va chuter, mais vous allez voir. Et je peux vous dire à peu près jusqu'à combien? Jusqu'à 6 ou 7. Parce qu'on aura travaillé sur l'organisation et on aura travaillé sur la technique en amont. Et pour passer en dessous, il faudra encore plus piocher les aspects de gouvernance, etc. et arriver à la culture sécurité pour arriver vraiment avec les meilleurs. Voilà, ça c'est pragmatique. Dans un deuxième temps, quand ils ont mis leurs risques majeurs sous contrôle, qu'on leur demande de réfléchir à tous les autres risques, et d'écrire un petit quelque chose, pourquoi pas? Mais tant qu'on aura des scieurs avec de la sciure partout, par terre, dans l'air, des billes de bois qui ne sont pas stabilisées, des objets coupants qui ne demandent qu'à couper, le document unique, elle est où la plus-value? Enfin, franchement, hein, je sais que je suis très iconoclaste quand je dis ça, mais... Enfin, je répondrai par une démarche aussi pragmatique pour ce qui est du ministère du Travail. Bon, ce qui est notre rôle, qui nous est confié, c'est que la confiance n'exclut pas le contrôle. Et de temps en temps, un contrôle a pleinement sa valeur. Ça nous appartient. Vous-même, en tant que citoyen, vous attendez à ce que les pouvoirs publics remplissent les missions pour lesquelles ils sont investis. Alors, ce que je veux vous dire, c'est tout à fait exact ce que vous disiez en termes de pourcentage, c'est-à-dire qu'en 2006, on avait fait une campagne de contrôle au niveau national sur les risques cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques, les CMR. Le moins qu'on puisse dire, c'est vrai que les résultats n'étaient vraiment pas encourageants pour ce qui est de la réalisation du DER, mais comme vous le disiez aussi, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est-à-dire qu'une fois sur deux, il était rédigé, et une fois sur deux, à l'intérieur des 50%, on ne répondait pas à la question posée. En 2011, nous avons fait une nouvelle campagne spécifique sur les scieries, notamment sur le risque poussière de bois, en sachant que c'est quand même un risque cancérogène clairement identifié. C'est une des causes de maladies professionnelles, notamment de cancer, parmi les premières, malheureusement. On s'est rendu compte qu'il y avait une légère amélioration dans l'appréhension de la réglementation. Donc on s'est posé des questions, nous aussi. On s'est dit, que fait-on? On a essayé de manière partenariale, notamment avec le représentant des branches, de concevoir des conventions de bonnes pratiques. On n'a pas eu un succès extraordinaire, très inégal en termes de réussite. Et là, ce que nous allons faire donc, dans les années 2017-2018, on se pose sur la question qui rejoint les remarques qui ont été faites, application du droit, en sachant que globalement, comme je vous l'ai dit au début, mais c'est important, les grandes règles sont fixées au niveau européen. Et si jamais nous n'avions pas transposé ces règles, la France aurait été poursuivie pour défaut de transposition, en sachant que les règles fondamentales sont les mêmes pour les 27 pays de l'Union européenne. Donc en fait, ce que nous allons faire, nous allons sans doute simplifier la réglementation risque chimique. Alors il faut trouver un point d'équilibre entre protection des salariés, effectivité du droit et performance économique, mais une démarche pragmatique. Alors je pense que si c'est à tous les acteurs, comme vous, quand vous accompagnez par des subventions ou des aides spécifiques, ou vous, au niveau local, si vous pouvez accompagner par un discours ou des actions de formation, ce que je veux vous dire, les pouvoirs publics ne sont pas totalement hors sol. Simplement, c'est une réflexion longue, puisque nous touchons à un sujet particulièrement sensible, notamment, comme vous l'aviez dit fort justement, avec un risque différé dans le temps. C'est-à-dire, quand vous êtes exposé à des poussières de bois, vous pouvez développer votre maladie professionnelle de manière très tardive, et même à un moment où vous êtes à la retraite. Néanmoins, ce que nous essayons de faire, le chantier va être lancé, là, c'est donc une simplification du droit, de manière à ce que les grands principes soient posés, et que notamment les TPE-PME soient accompagnés d'une manière plus efficace dans l'approche du risque chimique. Alors, on a beaucoup de sauveteurs secouristes, enfin pratiquement que des sauveteurs secouristes du travail dans le public. Et j'aimerais poser une question à Madame Giraudy.
On parle beaucoup de promotion, de communication et aussi de l'intérêt de convaincre les employeurs. On a des idées et Monsieur Vacher, vous l'avez bien dit, les employeurs pour lesquels vous travaillez sont déjà convaincus. Soit vous les avez convaincus, soit ils l'étaient avant, mais en tout cas, quand vous rentrez en contact avec eux, ils le sont. Quand vous mettez en œuvre vos propositions, ils le sont. Que fait-on avec tous les autres employeurs? Et ma question, elle est donc à Sophie Giraudy. Est-ce que le sauveteur secouriste du travail peut avoir un rôle dans cette communication, dans cette promotion de la prévention? On sait que le dispositif SST est très tourné aujourd'hui vers la prévention, est tourné vers la prévention. Mais est-ce qu'on peut imaginer un sauveteur secouriste du travail plus écouté, mieux écouté par son employeur dans l'avenir? Alors dans ce paysage complexe, là, on l'a bien compris, effectivement, en bas de la pyramide se trouvent les acteurs, les opérationnels. Oui, sur le terrain, c'est aussi que là, tout se joue. Et dans les leviers pour faire prendre cette mayonnaise prévention dans les entreprises, effectivement, la formation en est un. Donc oui, la formation sauvetage secourisme du travail peut procéder de cette réussite à ces changements et à cette prise de conscience, bien sûr, parce que l'acteur, l'opérationnel formé est sensibilisé à l'importance. Alors après, il faut distinguer, effectivement, il y a plusieurs cas de figure. On est soit dans la grande entreprise, soit dans la toute petite ou la moyenne entreprise. Dans la petite entreprise, moyenne entreprise, où un salarié a été formé au sauvetage secourisme du travail, ce qu'on peut dire, c'est que on pourrait utiliser, parce que c'est souvent... la seule personne qui a entendu parler de prévention des risques, dans les études qui sont faites aussi, on dit qu'il y a à peu près dans les entreprises, le tissu d'entreprises français, un tiers des entreprises qui sont dans une réelle démarche de prévention, un tiers qui sont sensibilisés, qui savent qu'ils doivent faire quelque chose, et un autre tiers qui pourtant connaît les mêmes problématiques d'accidents, mais qui ne fait rien et qui parfois simplement méconnaissance de ce qui peut exister, de ce qu'il est possible de faire pour que ce soit autrement. Donc on a aussi à toucher effectivement des gens qui ont, soit parce que économiquement, soit pour d'autres raisons, pas du tout abordé ce sujet-là et pris en main ce sujet-là. Donc dans la petite entreprise, le SST qui est allé se former peut effectivement être une ressource pour l'employeur qui à un moment donné va être confronté à un accident et au-delà ou à un risque si on est sur la dimension prévention. Donc dans la petite entreprise, ça pourrait être un levier qu'on pourrait utiliser un peu plus pour faire rentrer cette notion de prévention. Pour ça, il fallait que dans les contenus, on travaille un petit peu le dispositif sauvetage secourisme du travail, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui était dans un premier temps essentiellement une formation aux gestes de secours. Donc là, on est en train de travailler là-dessus. Dans la grande entreprise, c'est un petit peu différent parce que la grande entreprise, elle est équipée en général, elle a des préventeurs, elle a une démarche qui est installée, elle a des ressources humaines et des compétences ailleurs. Là, le sauveteur secouriste du travail, il a un petit peu de mal à prendre sa place. C'est curieusement plus compliqué, avec sa casquette prévention, donc acteur de prévention. Et il y a parfois des gens qui sont, du coup, quand ils ressortent de formation, un petit peu frustrés parce qu'ils ne voient pas très bien dans l'entreprise ce qu'ils pourraient apporter, parce qu'ils ont affaire à des professionnels. Donc là aussi, il y a des choses qui sont à modifier dans la manière dont on aborde les formations, et puis dans la communication. Et donc vous parliez de ça, d'information et de communication, parce qu'on est encore confronté à des gens qui ne connaissent pas le dispositif et ne savent pas en quoi le SST, qui lui est sur son poste de travail, connaît la situation de travail, il connaît sa machine, il sait sur quoi il marche pour traverser l'atelier. Lui, même s'il y a des préventeurs partout dans son entreprise, il est le mieux à même pour parler avec ces gens-là de ce qui peut faire mal, de ce qui fait mal, de ce qui fait peur, de ce qui a. Donc là, c'est vraiment une question de dialogue qui est à instaurer, souvent par méconnaissance du fait qu'on ne vient pas remplacer le préventeur quand on est sauveteur secouriste du travail, mais on vient compléter, on est une personne ressource de plus à son poste de travail. Je rebondis là-dessus par un exemple très concret. Alors, je n'ai rien à rajouter à ce que vous avez dit. Un chiffre
parce que partout où j'ai fait faire les analyses, vous allez peut-être me le confirmer, la population des sauveteurs secouristes du travail est une population moins accidentogène que la moyenne des salariés, parce que c'est des gens qui ont déjà culturellement acquis cette notion de identification des dangers, gestion des risques que ça représente pour moi. Donc déjà, plus vous allez former des SST, je dirais par application de ce constat statistique, vous devriez déjà développer une forme de culture qui... Et là, je sors d'un accompagnement d'une entreprise de BTP où... ils ont accepté l'idée que je leur proposais de former, parce qu'ils avaient une grosse population de SST, ils vont former tous leurs sauveteurs secouristes du travail aux gestes pour réchauffer les salariés avant de commencer la journée de travail. Et c'est le SST qui va piloter ce 10 minutes de lancement de la journée de travail au lieu que ça soit le manager qui fasse tout, parce qu'ils ont déjà tellement de choses à faire. Donc oui, c'est une ressource pour l'entreprise et le management, pour ne pas tout donner au manager de proximité qui a déjà tellement de complications dans sa mission, pour venir l'aider à concrètement avoir des gestes qui vont jouer sur la prévention. Oui, on est sur du partage de compétences, on est chacun à sa place, effectivement. Chacun, le SST n'est pas un professionnel de la prévention, il a des compétences en ça, il est particulièrement sensibilisé à observer sa situation de travail, à regarder ce qu'il y a autour de lui, tout ce qu'il y a autour de lui. Il sait à qui il peut parler dans son entreprise, il est formé à ça aussi, il sait à qui faire remonter les informations. Donc voilà, on est dans cette idée de partage de compétences et d'intelligence collective pour l'entreprise. Et évidemment, je ne l'ai pas dit, mais ça va de soi, il faut les former pour qu'ils ne fassent pas n'importe quoi sur ces sujets-là. Mais élargir le spectre de compétences du SST pour que ça devienne une ressource opérationnelle au quotidien de sécurité, sur des choses des fois toutes simples, baliser et rendre visible un danger. Moi, vous savez, c'est vraiment le bon sens. Mon nom, j'ai dû avoir quelqu'un qui gardait des vaches dans la Haute-Loire il y a très très longtemps. Voilà, j'ai les deux pieds sur la terre et j'essaye d'être vraiment très concret. Rendre visible un danger supprime le risque. Vous avez un trou dans un chantier, vous le bombardez de peinture fluo jaune avec de la rubalise, le trou il est toujours là, mais personne ne rentrera dedans, tombera dedans et se blessera parce que voilà. Avoir des gens qui sont capables d'être le relais, de disposer du matériel, d'avoir la compétence vous ne pouvez pas savoir l'impact que ça peut avoir sur l'accidentologie. Bon, ça, on en est complètement convaincu, ça c'est clair. Bon, la première, et vous avez dit quelque chose d'important, c'est vraiment l'idée de simplifier les choses et d'aller sur des comportements simples et naturels des gens qui sont formés. La difficulté qu'on a eue et qu'on a avec ce dispositif-là, c'est le décalage qu'il peut y avoir entre nos... et quand je dis nos, c'est réseau prévention, je parle bien de tous de ces acteurs qu'on évoquait tout à l'heure. Le décalage entre notre discours d'experts en matière de prévention des risques et la formation à des gens comme ça qui sont en charge au quotidien ou qui peuvent au quotidien actionner le levier acteur de prévention. On est en train de revoir les choses pour s'adapter un petit peu plus à ce besoin simple terrain sur des choses qui sont du pratico-pratique. Ça veut dire quoi être acteur de prévention ? Concrètement, je suis à mon poste de travail, qu'est-ce que ça veut dire ? Avec qui je peux travailler ? Comment ? Qu'est-ce que je peux apporter ? En des termes un petit peu plus simples, sortir de cette approche où tous nos formateurs SST parlaient dans leur formation de documents uniques et sortaient des grands tableaux de chiffres sur les maladies professionnelles. Voilà, on est en train de revoir un petit peu les contenus, même si ça reste important. Voilà, les contenus de nos formations pour aller sur... de la prise en compte de cette compétence et voilà, à ma place de sauveteur secouriste du travail, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux apporter au service soit des professionnels de la prévention qui sont dans mon entreprise, qui ont ça, soit de mon chef d'entreprise, de mon employeur, qui est le seul en responsabilité si je suis tout seul avec lui. En vous entendant, ça me donne envie de rebondir aussi sur quelque chose que je rencontre très souvent, c'est le terme bon professionnel. Il a eu un accident, pourtant c'était un bon professionnel. Alors ça, vous ne pouvez pas savoir le nombre d'entreprises qui utilisent à tort la qualification de bon professionnel. Vous avez quelqu'un qui, pour intervenir sur un tapis de convoyeur, ne consigne pas le tapis comme ça devrait être et intervient très vite, très bien, pense son manager. Sauf qu'un jour, il va mettre les mains dedans, il va passer avec et on va le récupérer avec une serpillière. C'est tout sauf un bon manager. Le BTP a commencé à bien réussir cette mutation
sur l'image du bon professionnel. Il y a 30 ans, c'était un gros gars baraqué avec une encre tatouée sur des biceps énormes, qui avait, dans le meilleur des cas, des chaussures de sécurité et qui travaillait en Marcel et sans casque. Aujourd'hui, vous avez des gars qui sont fluets comme ça, avec des équipements, avec des bandeaux réfléchissants, le casque, des chaussures de sécurité, les bouchons d'oreille autour du cou prêts à être utilisés, un masque FFP3 dans la petite poche qui va bien pour que quand il meule et qu'il y a de la poussière, il puisse se protéger. Beaucoup d'entreprises du BTP, d'ailleurs, il y a des entreprises du BTP aujourd'hui, je ne vais pas citer et faire de la pub, mais enfin, qui ont des résultats qui commencent à être tout à fait intéressants, avec des taux de fréquence autour de 4, sur de l'activité lourde de BTP. Donc là, on n'est pas sur des travaux de bureau. Hein. Donc, cette image du bon professionnel, les sauveteurs secouristes du travail peuvent être un pont pour faire évoluer la mentalité sur qu'est-ce que c'est qu'un bon professionnel dans l'entreprise. Ouais, et pour finir sur les chiffres, vous en citez un là, on n'a pas suffisamment de chiffres et de recul, et ce lien entre les SST dans l'entreprise et le taux de fréquence qui existe dans l'entreprise, voilà, on n'a pas suffisamment d'éléments pour venir dire que effectivement aujourd'hui l'entreprise qui a des SST, mais on a quelques exemples dans la salle. On a quand même des grosses entreprises qui ont un pourcentage de formés assez important. On va jusqu'à parfois 40-45% du personnel formé au SST, hein, sur des très grands groupes, et qui, curieusement, ont des taux de fréquence de 5, 6. Bon, voilà, aujourd'hui, on aurait besoin d'aller plus loin que de dire le SST, il se fait mal moins souvent. Ça, ok, on en est à peu près sûr. Par contre, des SST dans l'entreprise, un petit peu moins cette évaluation de l'impact des formations SST. Voilà, on aurait besoin d'aller plus loin pour pouvoir en faire une corrélation automatique, quoi. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? N'hésitez pas. Ah, quand même. Sinon, j'en avais une, moi. Oui, bonjour. Je suis bénévole, hein, mais mis à part ça, je trouve ça très intéressant qu'au niveau du salon, on s'intéresse à cette question d'intérêt public. Dans les entreprises, très certainement, je pense que beaucoup s'appuient sur, justement, parmi les salariés, quelqu'un qui est sujet à ces thématiques, en secourisme notamment. Mais c'est bien, effectivement, de faire la séparation entre ce qui peut se faire au niveau associatif, où ce ne sont pas les mêmes référentiels que le SST, très certainement. Et puis, en même temps, je soulève une autre thématique. Au-delà du fait que dans les entreprises, c'est très intéressant de le faire pour tous les salariés, aussi dans les administrations. Et tout à l'heure, monsieur parlait des EHPAD, ou même au niveau des hôpitaux. Normalement, on est très au fait de ce qu'on doit pratiquer, parce qu'on le pratique au quotidien auprès de nos patients. Et comme je dis souvent à mes collègues, je dis oui, effectivement, on est professionnel de santé, mais à côté de ça, dans l'administration, on est avant tout salarié et c'est le monde du travail. Et parfois, on a tendance peut-être à s'oublier. Et effectivement, des remises à jour, le fait de participer à des remises, à des recyclages, à des formations courtes sur ce qu'on manipule, etc. Là, on s'entend dire, bah, écoute, t'as qu'à le faire en off, tu es bénévole dans une grande association. Là, je rappelle gentiment que les protocoles ne sont pas les mêmes et que ça n'a rien à voir, et qu'à un moment donné, je pense que c'est une volonté collective. Donc, c'est aux salariés en service et puis à ceux qui sont dans les instances de le porter, et pas forcément en étant syndicaliste. Pas que. Merci. Quelqu'un veut réagir à cette remarque? Puisque la question était abordée de la fonction publique, en quelque sorte, moi, il me semble, il y a en fait deux réponses qui pourraient être apportées à ce que vous dites, c'est-à-dire, certes, il faut faire des progrès en la matière, mais en même temps, où mettons le curseur? Moi, il me semble, parce que c'est un débat qui est d'actualité, et vous parliez de volontarisme,
Le ministre de l'Intérieur a annoncé relativement récemment sa volonté que 80% d'une classe d'âge soit formée aux gestes de premier secours. Alors on est dans une situation très inégale, je pense, où il y a un progrès, c'est vis-à-vis des flux, vis-à-vis des nouvelles générations, où théoriquement, enfin du moins c'est en progrès, au collège, ils sont censés avoir suivi une formation du dizaine d'heures, le PSC1. Et si on regarde, même si je ne suis pas d'éducation nationale, mais si on regarde l'évolution du nombre de personnes qui ont suivi cette formation, on suit une bonne pente. Le vrai sujet pour nous, c'est le stock, notamment pour la fonction publique. C'est-à-dire que ce qu'on pourrait dire, c'est vous passez un concours, vous devez au moins avoir une attestation de secouriste. Ça pourrait être une solution. Comme une des solutions aussi vis-à-vis du flux, c'est que théoriquement, au moment où on passe le permis de conduire, 700 à 800 000 personnes qui accèdent au permis de conduire, qu'il y a un minimum de formation prévu en la matière, en sachant déjà qu'il y a eu des progrès qui ont été faits depuis 2 ans en la matière, puisque pour l'épreuve théorique, le code, des questions sont posées, des questions un peu plus intelligentes que par le passé, et que pour l'épreuve pratique, au lieu de demander au candidat où est la jauge d'huile, on va lui poser une question tout à fait concrète qui vaut 2 points sur une question de secourisme. Moi, ce qui me semble pour la fonction publique, donc, ce serait donc vis-à-vis des flux entrants qu'au niveau du concours, tout le monde ait sa formation. Et en même temps, pour ce qui est des personnes qui sont présentes dans l'administration et jusqu'à leur départ en retraite, et c'est la volonté d'ailleurs du ministre de l'Intérieur vis-à-vis du ministre de la fonction publique, de réfléchir à des modules, mais de bon sens. Et j'avais participé notamment au lancement de la réflexion lancée par le ministère de l'Intérieur. Le docteur Pelou, qui visiblement est une référence en la matière, était tout à fait d'accord. Évitons l'usine à gaz, soyons pragmatiques. Et globalement, moi je suis un généraliste, je ne suis pas un spécialiste, mais alerter, protéger, secourir, bon voilà, si vous faites déjà ça dans des délais très courts, l'essentiel sera atteint. Et déjà, vis-à-vis de la fonction publique, la réflexion est en cours de manière à réfléchir à la manière dont les fonctionnaires pourraient être sensibilisés pendant leur parcours professionnel à ces fondamentaux. Je me permets de rebondir du coup en tant qu'organisme de formation. Vous évoquiez le fait effectivement de sensibiliser aux gestes de premier secours pour le permis de conduire par exemple. Ça, c'est des propositions que la Croix-Rouge a fait depuis X années. Le ministère de l'Intérieur vient effectivement de mettre en place de la sensibilisation gestes qui sauvent également. Je crois qu'il y a quand même une évolution sur la santé et sécurité au travail et plus particulièrement sur le sauvetage secouriste du travail, puisque aujourd'hui les jeunes qui vont dans des établissements scolaires, se faire former dans des bacs professionnels, enseignement technologique, ils ont aussi cette obligation-là d'être formés au SST. Donc on est dans de la formation initiale maintenant et on voit que sur le terrain, dans les entreprises, quand ils intègrent ces entreprises, c'est en quelque sorte les porte-parole de ces entreprises-là. Donc ces jeunes ont un rôle et je crois que ce message est d'autant plus à faire passer aujourd'hui, c'est les former en formation initiale à ces gestes de secours, aussi bien dans la démarche de prévention que dans le secourisme. Merci. Un doigt qui se lève. Bonjour, Sébastien Arnoux, je suis fonctionnaire territorial, je suis gestionnaire de prévention des risques et assistant de prévention à la région des Pays de la Loire. J'aurais aimé vous entendre effectivement sur l'administration publique, parce que vous avez parlé beaucoup des entreprises privées. Monsieur Vacher, je crois, vous parliez effectivement, lorsque vous évoquiez l'exemple du bon professionnel, en disant oui, on ne parle pas d'un travail dans le bureau. Moi, j'aimerais bien vous entendre sur le travail dans le bureau, parce que dans le travail dans le bureau, il y a des risques qui, pour moi, sont aussi importants. Notre collectivité, nous, a traversé une période très difficile avec notamment un suicide qui nous a beaucoup marqué, et c'était dans un bureau. Vous avez peu parlé du burn-out, des risques psychosociaux, de quelle reconnaissance au niveau de la loi des risques psychosociaux. Nous travaillons beaucoup là-dessus et puis on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à faire justement dans les bureaux. L'ergonomie du travail, les TMS, des gens qui sont fatigués, qui sont usés de taper, de répéter des tâches. On est obligé d'acheter maintenant du matériel adapté, des souris effectivement, parce que tout comme les chargés dans des caisses,
eh bien, nous avons des collègues qui ont des troubles musculo-squelettiques de la même façon. Nous avons des collègues qui sont fonctionnaires techniciens, qui portent des colis à longueur de journée. Enfin, voilà, qui sont sur les routes aussi, des chauffeurs. Tout ça, c'est des travaux d'administratifs dans les bureaux. Mais je pense, enfin, voilà, si vous pouvez aussi parler de ce monde-là, parce que les fonctionnaires représentent quand même une partie non négligeable des salariés en France. Merci. Alors, je peux commencer à répondre parce que je ne connais pas bien le monde de l'administration publique parce que je ne suis jamais allé dedans et je n'ai jamais travaillé dedans. J'ai formé par contre pas mal de préventeurs au CNAM qui aujourd'hui sont dans des collectivités territoriales ou locales ou dans des administrations et qui me faisaient par écho un peu témoigner de ce qui s'y passait. Mais tout à l'heure, la boutade, c'était parce que c'est assez classique de considérer que les risques principaux sont voilà, dans l'atelier, sur le chantier, etc. Mais vous avez complètement raison. La meilleure preuve, c'est que toutes les entreprises qui sont très performantes aujourd'hui sur ces sujets de SST, en général d'ailleurs, et sur ces sujets de SST, elles ont commencé là où le bon sens les guidait, c'est-à-dire les ateliers, les chantiers. Et puis quand elles ont mis sous contrôle de façon assez forte les risques pour produire et travailler en toute sécurité sur ces chantiers, elles se sont aperçues qu'elles avaient encore un taux de fréquence qui était de 3-4. Alors elles sont allées regarder, mais qui était à l'origine de ce score? Et c'était les tertiaires, hein, l'administratif, les commerçants, les secrétaires, les comptables, enfin bref, tous les métiers de bureau. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut faire de la séquence, il faut travailler sur l'ensemble. On peut faire des actions évidemment sur l'ensemble des populations, mais vous avez complètement raison. Quelle que soit l'activité, vous avez potentiellement des risques à la faire si votre employeur s'y est mal pris dans l'organisation et dans l'outillage et dans la façon dont il va vous demander de vérifier avant d'utiliser une machine un certain nombre de points clés, parce qu'on sait que si on ne les vérifie pas, statistiquement, on a des chances que ça se termine un jour très mal. Donc voilà, les risques psychosociaux, ils ont pour moi toujours existé. Du temps de Zola, il y avait déjà des risques psychosociaux. Simplement, on n'en parlait pas parce que les types se faisaient écraser par les presses et disparaissaient dans les fours en fusion dans les aciéries. Donc forcément, ça masquait le problème. L'évolution de la maîtrise des risques a fait que par effet de zoom, on a vu sortir des problèmes de stress, des problèmes d'addiction, des problèmes d'agression, extérieur à l'entreprise, intérieur à l'entreprise, des problèmes enfin bref, tout ce qui peut aujourd'hui caractériser ce scope des risques psychosociaux, parce que vous faites bien d'utiliser le mot. Moi, j'ai toujours été étonné quand notre ami Langeron avait fait sa mission, il y a peut-être bien une dizaine d'années maintenant. Il avait rencontré les gens du GEPI, parmi lesquels j'étais, le réseau de préventeurs dont je vous parlais tout à l'heure. Et je lui disais, mais monsieur, il souhaitait avoir un indicateur national sur les RPS. Et je lui disais, vous savez, vous mettez quoi derrière le mot RPS? Parce que risques psychosociaux, il y a un S à risque. Hein. Donc, mais c'est quoi? On parle de quoi? Parce que parler d'agression externe, ce n'est pas du tout en termes d'action dans l'entreprise la même chose que si vous allez parler de harcèlement, par exemple. Vous n'allez pas avoir les mêmes réponses en termes d'action, même s'il peut y avoir des liens entre les différents sujets, évidemment. Donc, avoir un indicateur sur les risques psychosociaux national, j'avais un peu l'impression que c'était comme si vous me demandiez la température moyenne corporelle du Français. 37,325, d'accord. Et on fait quoi avec ça? Les gens qui sont à 41, ils sont où? Vous voyez, donc... bien sûr que les RPS, c'est un vrai sujet. Je pense qu'on ne les traitera jamais autant que si on anticipe en amont les changements dans les entreprises. Et je ne vais pas développer ici, mais il y a des tas d'outils qui existent et qui permettent de récupérer de l'information avant de mettre en place les changements pour mettre un peu sous contrôle ce qui risque de devenir des irritants très forts pour ceux qui auront à subir les changements, indépendamment du fait qu'on est aussi, quand on change, dans une logique d'améliorer en général. Donc comment je communique sur les améliorations, parce que c'est déjà le point de base et le point de départ de la gestion des risques psychosociaux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... j'ai perdu le fil de ma pensée, du coup. Oui, c'est qu'il faut traiter en amont tous ces sujets et qu'on en parle aujourd'hui avec raison.
avec raison. On parle du burn-out. J'ai des amis qui ont été victimes de burn-out. C'est absolument terrible. Ils sont complètement... voilà, c'est plus les mêmes, c'est sûr. Donc c'est des vrais sujets qui ne sont pas simples à travailler, mais qui commencent dès lors qu'on en parle. Moi, voilà, je retrouve le fil de ma pensée, excusez-moi. Et je pense que ces sujets-là, il faut les travailler au niveau de l'équipe de travail. Vous pouvez avoir 2 équipes de travail qui font la même activité au sein du même établissement. Il peut y avoir des problèmes de risques psychosociaux dans l'une et pas du tout dans l'autre. Il y a un acteur clé dans ce système, évidemment, c'est le manager. Je ne vais pas développer, mais pour moi, le choix du manager, la posture qu'on va lui demander d'adopter dans ses relations interpersonnelles avec ses équipiers, la façon dont il va animer ses équipes, la façon dont il va arbitrer, prendre des décisions, la façon dont il va exercer son leadership, etc. Tout ça, ce sont des choses qui peuvent se travailler et sur lesquelles les entreprises auraient intérêt à regarder un petit peu plus profondément les choses, parce que tout le monde n'est pas capable de faire du management, c'est faux. Il faut un minimum de talent inné. Il y a des outils, j'ai été DRH, il y a des outils qui peuvent permettre d'essayer de moins se tromper. Vous voyez, beaucoup d'humilité sur ces choses-là. Quand on désigne quelqu'un et qu'on va le nommer sur des postes de management, choisir quelqu'un qui a apparemment un talent inné et du charisme, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Encore faut-il derrière optimiser. Voilà. Donc je ne dis pas que c'est que le problème du manager, et au contraire, j'ai fait ça toute ma vie de manager. C'est un extraordinaire métier. Si tant est qu'on met le manager dans de bonnes dispositions, parce qu'il ne faut pas oublier que les managers, eux aussi, ils ont des risques psychosociaux. On n'en parle jamais, mais ils en ont beaucoup. Je vous invite à aller voir une étude qu'on vient de sortir en fait, il y a un mois, qui est disponible sur le site amélie.fr, donc qui nous a permis de mettre en avant finalement ce que nous aujourd'hui avec le système de réparation qui existe, ce que l'on reconnaissait en termes de maladie professionnelle et d'accidents du travail en lien avec ces troubles psychiques au travail. Il y a eu tout le débat porté là encore tout récemment par le député Ruffin de la France Insoumise qui a déposé un projet de loi sur la reconnaissance, de mettre en place un tableau de maladie professionnelle sur le burn-out. Donc il y a eu pas mal d'actualités sur ce sujet. Et donc cette étude est pas comme par hasard, c'était vraiment pas lié. On n'avait pas du tout discuté avec M. Ruffin. Voilà, on est venu, on a publié vraiment au moment où il discutait de ce projet de loi notre étude. Et aujourd'hui, on a reconnu en 2016 600 maladies professionnelles en lien avec cette notion de stress au travail, de troubles psychiques liés au travail. Et quand on regarde nos accidents du travail, il y en a plus de 5000 finalement qui ont été reconnus en lien avec des troubles psychiques au travail. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, les gens qui souffrent de stress au travail ne sont indemnisés de rien, c'est pas reconnu, etc. C'est pas complètement vrai. Il y a un certain nombre de choses qui existent déjà. Et il y a un certain nombre d'accidents du travail. Par exemple, quelqu'un qui a une crise de larmes au travail, qui craque, c'est au temps et au lieu du travail. Et on redevient finalement dans le contexte de présomption d'imputabilité que j'évoquais, qui date de 1898, il y a un fait soudain ou quelque chose qui se passe concrètement au temps et au lieu du travail, et on peut être amené jusqu'à reconnaître un accident du travail. Donc à un moment donné, vous avez parlé de reconnaissance, je ne sais plus qui a posé la question, vous avez évoqué ça dans votre intervention. Sachez qu'il n'y a pas que la maladie professionnelle, on en reconnaît d'ailleurs déjà quelques-unes, 600, je vous ai dit l'année dernière. Il y a également cette partie accident du travail qui permet aujourd'hui de reconnaître un certain nombre de troubles psychiques liés au travail. Donc c'est important, je pense, de l'avoir en tête, et je vous invite à aller voir cette étude. Oui, je voudrais faire juste des petites précisions par rapport à vos remarques. Pour ce qui est de la prévention de l'usure professionnelle, votre diagnostic est exact. Alors, je me suis exprimé un peu rapidement tout à fait au départ, lors de l'introduction, mais prévenir l'usure professionnelle est d'une priorité du plan Santé au Travail 3. Bon, nous restons modestes. Ce que nous voulons, c'est évaluer et diffuser des outils de prévention, donc notamment en ce qui concerne les TMS, et agir sur la conception au travail. Donc ce qui est valable pour le privé l'est pour le public. Alors pour ce qui est du public, un exemple où on voit que les mentalités changent. Je vous ai parlé tout à l'heure de sécurité routière, et notamment lorsqu'il y a eu l'annonce au mois de janvier, vers le 9, du fait qu'on serait sans doute à 80 km/h au 1er juillet sur les départementales. Une autre mesure est passée inaperçue, mais démontre qu'on bascule en termes de mentalité, c'est-à-dire ce qui est prévu, c'est qu'il y ait un responsable dans chaque ministère qui soit clairement identifié, pas à temps plein forcément, mais clairement identifié, comme le monsieur sécuritaire et routière de son département ministériel.
Donc tous les accidents qui pourraient survenir, notamment dans le cadre d'un déplacement professionnel, sphère, je dirais, fonction publique, seraient identifiés. On peut penser, si nous sommes optimistes ou volontaristes, que les autres risques pourraient aussi en faire partie. Et puis, juste pour terminer sur le burn-out, ça fait partie aussi de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un risque pour lequel on ne l'avait pas vraiment identifié de manière très floue il y a 5, 10, 15, 20 ans. Il est devant nous, il faut qu'on y apporte une réponse. Et il y a une question d'équilibre entre prévention, réparation, prévention en termes d'organisation, en termes de management, d'éducation, de formation. Et en termes de réparation, alors vous pouvez peut-être estimer que c'est insuffisant, mais les chiffres que vous a rappelé M. Lauberti, 600 reconnaissances par le système dit complémentaire, eh bien, si vous faites des comparaisons européennes, on se rend compte, point fort entre guillemets, qu'on en reconnaît beaucoup. En revanche, on n'est pas très bon, c'est en termes de prévention. C'est toujours cette espèce d'équilibre entre prévention et réparation, mais c'est un sujet qui est particulièrement d'actualité, identifié, je crois, par tous d'ailleurs. Avons-nous d'autres questions? Non? Bon, bah écoutez, on va rester là-dessus. Sur cette notion d'équilibre entre prévention et réparation, effectivement. Je vous précise que M. Dominique Vacher donc, va tout de suite faire une séance de dédicace de son livre au stand Secours Expo. Donc, il vous attend. Et je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette conférence. Je vous remercie beaucoup d'avoir discuté avec nous aujourd'hui. Merci.